10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Leur saison est très spéciale, unique pour eux dans leur histoire et je suis encore un petit peu sous le choc. Les amis, j'espère que vous allez tous super bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je suis tellement content de vous retrouver parce que ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'ai pris quelques forces ce week-end et je crois qu'en 1300 vidéos sur la chaîne, j'avais jamais consacré une miniature entière et un premier sujet à l'équipe qu'on va aborder dans quelques minutes. Donc ça, je suis très content. Je suis content d'avoir pris quelques forces ce week-end parce que le tunnel qui s'annonce, il est colossal. Sur les 8 prochaines semaines, là, il y a 6 semaines de Champions. Journées 7 et 8, les 2 16e de finale, playoff, les 2 8e de finale. Ça va être costaud, mais je suis prêt. Demain, vous aurez le prono de Paris Saint-Germain, Manchester City, bien sûr. Ça va être costaud aussi. Et ouais, je suis prêt. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts pour toutes ces vidéos. Mais aussi pour le surnom de Cole Palmer qui arrive fin de vidéo. Je crois que j'ai pris 2 heures à le trancher. Parce que vos suggestions étaient dingues. Et parce que je suis aussi parti sur ma propre création à la fin. Pour la première fois en 11 joueurs, j'ai choisi un petit truc à moi. Et je suis content de vous le montrer à la fin. Bien sûr, il y aura aussi des mousquetaires. Parce que c'est un récap du week-end. Récap du week-end, 3 mousquetaires, toujours. Donc ça va être cool. On est parti. Le premier sujet donc, leur saison est unique. Est-ce qu'on a le droit de commencer un récap du week-end par le Bournemouth d'Andoni Iraola? Oui, c'est le temps des cerises. Et cette petite ville du Dorset là, tout au sud de la perfide Albion, je crois que du coup c'est la distance quasiment maximale que tu peux faire en première ligue. Ce Bournemouth Newcastle, c'était à St James Park. Et j'ai regardé pas mal de matchs ce week-end, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, je vais dire de loin. Je les ai trouvés tellement forts. Et donc ce club-là, ce Bournemouth-là, vient de mettre fin à la série de 9 victoires consécutives des hommes d'Eddie Howe. Ils ont mis fin à leur meilleure série, Newcastle, en 144 ans d'histoire. Ils cherchaient à faire la meilleure tout court, c'est co-meilleure série, ils l'avaient fait 2 fois par le passé. Mais voilà, ils ont mis fin à cette série, ils ont aussi mis fin à la série de 8 matchs consécutifs avec un but en première ligue d'Alexis Sack. Ils pouvaient se rapprocher des records de Van Nistelrooy, Jamie Vardy, etc. Ça, c'est fini. Ce club-là, Bournemouth, a croqué Newcastle, et eux aussi, ils sont sur une série de 11 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, sans défaite. Ils sont en route pour faire la toute meilleure saison de leur histoire. C'est 9e leur record, et là, ils sont 7e pour l'instant. En 2024-2025, Bournemouth, ils ont donc battu Arsenal 2-0, c'était mi-octobre. Ils ont battu Manchester City 2-1. Ils ont battu Tottenham 1-0. Ils ont battu United 3-0 à Old Trafford. C'était juste avant les fêtes, bien sûr. Ça, c'était un gros résultat. Semaine dernière, ils ont pris 2 partout. Le point du match nul 2 partout à Stamford Bridge. Même, ils auraient pu l'emporter sans ce coup franc en dernière minute de Reece James. Et donc là, ils tapent ce magnifique Newcastle, une des équipes de la saison, 4-1 chez eux à St James Park. Ce Bournemouth d'Andoni Iraola, qui est arrivé été 2023, lui, et donc à un petit point du top 4 aujourd'hui. On va parler de, bien sûr, Justin Kluivert, on va parler de Milos Kerkez, on va parler de tout le monde. On aurait tort de ne pas parler de Justin Kluivert, notamment qui en a planté 3 ce week-end, qui a 10 buts en Première Ligue. C'est déjà la meilleure saison de sa carrière, 10 buts en 21 matchs. L'autre jour, il avait déjà eu un triplé de penalty pour la première fois de l'histoire. Mais vraiment, ce qu'est en train de faire l'ami Iraola à Bournemouth, c'est hyper costaud. Et tout le monde a fait un très gros match. J'ai envie de parler d'Antoine Semenyo, j'ai envie de parler de Kerkez, Kluivert, comme j'ai dit, de Ryan Christie aussi. Christie, il a été dingue. Ouais, il y a le triplé de Kluivert, mais il y a la pression de Bournemouth du début à la fin qui n'a pas laissé respirer Newcastle. Et Christie, combien d'interceptions dans l'entrejeu avec Tyler Adams à ses côtés, qu'est-ce qu'il a été fort. Ça, c'est une récupération au bout de 3 minutes, ça donne un centre, et Semenyo, Dango Ouattara à la reprise, ça revient sur Semenyo, il la met au-dessus, ok. L'ouverture du score de Kluivert, pareil, on voit que Bournemouth s'est très bien installé dans la moitié de terrain adverse. Et Ryan Christie, qui a réussi un paquet d'interceptions, de duels remportés, il tient aussi la baguette magique. Il est aussi un petit architecte du dernier tiers avec son numéro 10 sur le maillot. Il trouve Semenyo entre les lignes, dans le carré là. Ok, il est retrouvé derrière et maintenant c'est un give and go, 1-2, passe en profondeur pour Semenyo. Semenyo qui a battu Livramento un petit peu endormi dans son dos. Il centre en retrait, Kluivert qui finit pied gauche, il a les 2 pieds, il y avait des percées aussi, où Kluivert montrait qu'il avait les 2 pieds. C'était hyper fort et ils ouvrent le score au bout de 5 minutes. Mais pareil, Bruno Guimaraes qui avait égalisé mais qui s'est fait piéger sur la phase de relance là, sur la phase de préparation par une superbe interception de Ryan Christie.
qui lui chip le ballon dans les pieds. Derrière, Ouattara lance Kluivert qui finit pied droit, magnifique. Et il faisait très très froid à St. James Park. C'est le doublé de Kluivert à ce moment-là. Mais juste, Christie, il était hyper chaud. Je suis allé regarder les notes who scored. Ouais, on voit Kluivert avec son triplé, une passe D aussi, tout ça. Mais Christie, là, 8,3 sans avoir la moindre contribution décisive, pas de but, pas de passe D. Tu te dis, comment ça se fait? Ouais, parce que 9 tacles réussis. FautMob dit 9 tacles réussis sur 9 tentés, 21 actions défensives, 14 duels remportés pour Ryan Christie, qui est vraiment un 10 très très spécial sous Iraola, qui est vraiment un déclencheur de pression formidable. Ouais, il est top 10 en Europe en action menant un tir pour un milieu de terrain, il est plus que top 10 en Europe, top 10% je veux dire, en dribble réussi par 90 minutes, mais par contre, ses stats avancées défensives, interception, ballon contré, dégagement, et il est dans le top 10% de toutes ces catégories-là aussi, premier quart des tacles quasiment. C'est très très costaud Ryan Christie, et si on ne l'avait pas cité 40 fois depuis le début de la vidéo, il aurait été mousquetaire, mais c'est un supra-mousquetaire, c'est un méga mousquetaire. Et dans l'ensemble, l'agressivité que Bournemouth a réussi à mettre dans son entrejeu de son 4-2-3-1, alors là c'est Kluivert qui redescend un petit peu sur le duel avec Joelinton, mais Tyler Adams là sur Gordon, Adams, Christie, les deux qui payent pas de mine, hein, des gabarits un petit peu diminutifs, ils sont pas les plus costauds physiquement, mais ils ont totalement gagné une bataille de l'entrejeu au milieu de Bruno, Joelinton, Tonali. C'est quand même pas rien. Et ouais, franchement, méga performance. Aussi, je vois un Bournemouth sur leur charnière centrale. Là, typiquement, la frappe contrée de Gordon, là où à un moment, ils peuvent revenir, Newcastle, s'ils poussent un petit peu sur la fin de match. Ouais, le bloc sur sa ligne, quasiment de Dean Huijsen, le petit central néerlandais qui perce là, à 19 ans, qui fait partie un petit peu de la nouvelle génération, la next-gen des centraux. On a parlé un peu l'autre jour avec Stan dans les 24 U24. Il y a lui et il y a Zabarni à ses côtés. Ça fait une paire du futur. Il y a Milos Kerkez qui est actif là sur la pression. Ça fait que quand Gordon essaye de relancer pour lancer une contre-attaque dans le temps additionnel, Newcastle cherche à égaliser. Ouais, il est mis un petit peu sous pression. Tyler Adams aussi surtout, qui saute, qui intervient, ballon récupéré, magnifique interception, qui se transforme en une passe décisive pour Kluivert qui allume extérieur de surface. 3 beaux buts pour Kluivert, 3 très beaux buts dans le jeu. Et ouais, un superbe triplé pour lui. Mais Milos Kerkez a fait un top match de A à Z et il a été récompensé. Ça m'a fait plaisir ça quand je regardais ce match. Ça m'a fait plaisir de voir le travail qui paye parce qu'il est servi par Kluivert, il accélère, petit passement de jambe, il revient sur son pied gauche, il bat Kieran Trippier et ça fait 4-1. Et c'est largement mérité pour un Bournemouth qui est arrivé à St. James Park, qui n'a pas eu peur de ce formidable Newcastle qui était sur une série, comme on a dit, 9 victoires d'affilée. Il était méga chaud. C'est pour ça que ce match du samedi 13h30, là, il avait une saveur. On savait que ça allait être un super match. Et ça n'a pas déçu. Méga rencontre. Bournemouth, quelle énergie ils ont. Alexis Isak, il a été réduit à un petit tir. Et ce tir-là, je m'en souviens, c'est un coup franc très excentré. Ils se disent, est-ce que Trippier le tire? Est-ce que Isak le tire? Il tire en plein dans le mur. C'est le seul tir du match d'Alexis Isak. Il a été totalement éteint. Et le pire, c'est que Bournemouth a fait tout ça avec une litanie d'absents. Evan Nilsson s'est cassé le pied l'autre jour et National, le même jour de l'annonce du pied, s'est fait les ligaments croisés une deuxième fois. Sinistera est out, Tavernier est out, Alex Scott est out, Adam Smith, leur capitaine, est out, Julian Araujo est out. Ce qui fait que sur le banc, Bournemouth, ils avaient quasiment que des gars du centre de formation. Je crois qu'ils avaient 1 ou 2 professionnels qui pouvaient faire rentrer. Je crois qu'ils avaient 3 gardiens. Enfin bref, totalement dingue ce qu'ils sont en train de faire avec tout ça. Et la question, c'est quoi la suite pour Bournemouth, qui, comme on l'a dit, est donc 7ème au classement, 37 points. Ils sont à un petit point de Manchester City, 4ème place. Alors, prochains matchs sont costauds. C'est pour ça que cette équipe est encore plus à suivre. J'aime bien faire cette vidéo maintenant, parce que les 2 prochains matchs, qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous? Bournemouth contre qui? Peut-être que vous avez répondu les bonnes réponses. C'est Bournemouth contre Forest, à Bournemouth, samedi 16h. Et ensuite, Bournemouth-Liverpool, samedi d'après. 16h. Plus samedi 16h, c'est cool. Ça se regarde très bien, je trouve. Donc les deux sont à domicile pour Bournemouth. Magnifique. C'est le moment pour se mettre à suivre Bournemouth. Et bon, moi je suis à fond sur Newcastle cette saison. Ils me font bien kiffer. C'est toujours une des belles histoires de la saison. Mais Bournemouth là, ils sont très emballants. Et ouais, je trouve qu'ils méritaient d'être le premier sujet de la vidéo. C'est pas tous les jours qu'on va consacrer bientôt 10 minutes à Bournemouth. Mais je suis ravi d'avoir pu le faire. Bravo aux hommes d'Iraola.
What a weekend! Quel week-end ça a été en Première Ligue parce que, ok, il y avait ce Bournemouth-Newcastle, il y a aussi Forest qui l'a encore emporté, 3-2. Ils ont battu Southampton, centre d'Olaina, là, la tête de Chris Wood, c'est déjà son 14e but de la saison en Première Ligue. Ils l'ont emporté 3-2, donc ils restent tout en haut du classement. City, ils sont revenus forts hein, avant de jouer Paris, ils ont explosé Ipswich 6-0. Tout le monde a mangé à Manchester City. Everybody ate. 2 passes D pour Kevin De Bruyne, une passe D, un but pour Doku, un but pour Haaland, 2 buts et une passe D pour Foden. Absolument tout le monde a eu ce qu'il lui fallait, et même Makati qui a marqué le premier but de sa carrière en Première Ligue, le but du 6-0. City, on se le garde pour demain. On en reparle un petit peu plus demain, bien sûr. Il est là, Makati. Darwin sauve Liverpool. Liverpool l'a emporté contre Brentford au bout du bout. C'était un assaut total, ce match, notamment sur la deuxième partie du match. C'est une rencontre à 48 tirs au total. Je crois 37 pour Liverpool ou 38 pour Liverpool, un truc comme ça. Mais ce match, à 48 tirs, deux équipes confondues, il était encore à 0-0, alors qu'on rentrait dans le temps additionnel. Les 2 derniers tirs étaient les plus importants. Arne Slot a prié et ses prières ont été exaucées parce que Darwin Núñez, qui est entré sur ce service de Trent Alexander-Arnold, marque le but du 1-0. La célébration avec son poteau Fede Chiesa a été sympa à voir. Et le 2-0, 2 minutes plus tard, sur une action, une contre-attaque menée par Harvey Elliott, il sert Darwin, beaucoup de sang-froid dans le contrôle orienté pleine surface, il finit sous la barre de Flecken. Et ouais, encore plus de célébration du trio, même Chiesa qui a très peu joué cette saison, Darwin Núñez bien sûr, saison difficile. Ça a fait plaisir à voir, c'était de belles images, assez émouvantes. Et Liverpool évite un 3e match d'affilée sans gagner en Première Ligue. Elle leur fait beaucoup de bien, cette victoire. D'autant plus qu'Arsenal n'a pas battu Villa, donc ils ont pu se détacher un petit peu tout en haut Liverpool. Ils n'ont pas battu Villa, pourtant, dans un match où ils menaient 2-0 et où Martinelli et Kai Havertz avaient marqué. T'imagines, tu ne gagnes pas un match, désolé Stan. J'ai un peu de peine pour toi, un match où Martinelli et Havertz marquent, et même malgré ça, pas de victoire, parce que Tielemans et Oli Watkins, sur ce centre, ont permis à Villa de revenir à 2 partout. Ils n'ont pas eu de chance, les Gunners, à la fin. Frappe extérieure de surface de Merino qui est déviée dans le but, mais par la main de Kai Havertz. Ouais, c'était la main, il n'a pas trop protesté. Merino qui touche le montant aussi. Et qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique passe de Luis Kelly? Trossard, rien du tout. J'ai vu la fin de match, j'ai vu les 15 dernières minutes en live. Et ouais, ils ont poussé, mais ça reste un match nul pour Arsenal qui continue. Je crois que ça fait genre 12 matchs d'affilée sans perdre en Première Ligue. Donc ok, mais ça les consolera pas trop. Au pire, ils peuvent se consoler en se disant qu'ils ne sont pas Manchester United, qui eux ont été battus 3-1 par Brighton à Old Trafford. Magnifique sur l'ouverture là, Kaoru Mitoma, le contrôle orienté dans le dos de Mazraoui, sublime, et il sert Yankuba Minte qui ouvre le score au bout de 5 minutes. Ils ont été battus 3-1, ils ont été un peu aplatis United, énorme erreur d'Onana sur le but du 3-1, et ouais, c'est Jorginho Rutter qui a pu marquer dans le but vide. Les hommes d'Amorim là, ils sont sur 2 victoires sur les 10 derniers matchs de Première Ligue. Amorim en conférence de presse a dit « c'est peut-être le pire Manchester United de l'histoire ». Survivre pour évoluer, c'était un petit peu la tagline qu'on mettait sur Amorim et cette United-là il y a quelques semaines. Elle est toujours plus d'actualité. Survivre pour peut-être muter et passer à la prochaine phase, mais survivre d'abord. Ils sont pas le seul gros, entre guillemets, qui est en pleine crise, parce que Tottenham a encore perdu eux aussi. Ils ont été battus 3-2 par Everton, et à Goodison Park, Iliman Ndiaye, il a marqué un sacré but. Quelle percée! Il nous a rappelé tout son talent, en finissant en plus pied gauche sous la barre, magnifique. Mais au classement, voilà, t'as United 13e, Tottenham 15e. C'est très chaud pour eux. Et Brighton, par contre, la victoire contre United à Old Trafford leur fait beaucoup de bien. 2 victoires d'affilée, là, ils étaient sur 8 matchs d'affilée sans gagner, je crois, en PL. Ils remontent, ils sont première partie de tableau maintenant, mais avec une belle avance sur le 11e. Et ouais, comme on a dit, Bournemouth à 1 point de la 4e place. Il y a vraiment un tiercé qui est en train de se dégager. Forest, Arsenal, Liverpool. Genre, Forest, ils ont maintenant 6 points d'avance sur City à égalité de match. On a Newcastle qui recule, qui fait vraiment la mauvaise opération du jour, qui recule à la 5e place et qui pourrait même perdre cette 5e place au profit de Chelsea qui joue ce soir contre les Wolves. Match intéressant, hein, Chelsea-Wolves ce soir, pour permettre à Chelsea, avec 40 points, de revenir top 4. C'est la possibilité qu'ils ont ce soir. Ouais, on a pas mal parlé de foot anglais. Je crois que c'est suffisant pour un jour. Passons à la Serie A, mon 2e championnat préféré, je pense, depuis quelques saisons. Et aussi parce qu'il y avait sans doute un des très gros matchs du week-end. La Juve y croit encore. C'était pas le derby d'Italia, c'était pas le derby della Madonnina,
Mais c'est toujours un sacré match, Juve-Milan. Il n'y avait pas les forces au complet. Bien sûr, on sait, Bremer, Cabal qui sont blessés, les ligaments croisés pour la Juve depuis un moment maintenant. Donc Gatti, même s'il a bien repris la place. Et McKennie, par contre, qui était défenseur gauche. Ça, c'est pas tout à fait courant. Nico Gonzalez aussi en pointe. Vlahovic, toujours absent. Et c'était Coupe Miners, Kenan Yildiz, Mbangula sous lui. Et côté Milan, beaucoup d'absents aussi. Bien sûr, pas de Morata, Tammy Abraham à la place. Pas de Pulisic, énorme absence. Youssouf Moussa qui était replacé donc en tant que milieu offensif droit. Et Matteo Gabbia derrière, parce qu'il n'y avait pas de Malik Thiaw qui a plus joué que Gabbia quand même cette saison. Donc des absents des deux côtés. Moi, ce qui m'a marqué dans ce match que j'ai vu, c'est Coupe Miners qui a fait peut-être sa meilleure rencontre. J'ai pas vu tous les matchs de la Juve, mais j'en ai vu pas mal. Et je dirais que c'était le meilleur match de Coupe Miners cette saison. Il n'a pas marqué, il n'a pas donné de passe décisive, mais il a été très actif dans le travail de pression, comme ce qu'il est capable de faire ici sur Tammy Abraham. Ballon gagné haut, ouais, il l'avait bien senti qu'il allait se retourner, il a bien tendu le piège, il y allait et ça finit par une frappe d'Mbangula. Un peu la classique Mbangula, ça. Mais juste au-dessus. Quelques minutes plus tard, 6 minutes plus tard, pareil, sur un petit ballon par-dessus de Théo, hop, récupération Coupe Miners, souvent dans les bonnes zones, pour intercepter, pour réussir à gagner des ballons hauts. Il va tenter sa chance longue distance, ça passe de pas grand-chose à côté, bonne tentative. Et ouais, juste la Juve, c'était un match grosso modo assez serré, assez équilibré, mais j'ai trouvé que la Juve avait quand même les meilleures séquences. Bon là, c'était chaud pour eux, mais Gatti très solide sur sa ligne, 2 interceptions coup sur coup sur sa ligne pour empêcher Milan de marquer, et sur la contre-attaque, l'astronaute Kenan Yildiz, magnifique percée, et il met sur orbite, il envoie sur Mars là, son pote Nico Gonzalez, son co-astronaute. Il est un peu moins astronaute parce que on voit quand même que faux neuf ou attaquant de pointe Nico Gonzalez, il a un petit peu de mal sur la profondeur. Genre là, il s'est bien rattrapé par Tomori, il réussit pas du tout à le battre, il s'en mêle un petit peu les pinceaux à la finition. On a peut-être vu les limites de Nico Gonzalez dans un projet de jeu contre-attaque, tu le lances dans la profondeur sur 30-40 mètres. Par contre, en tant que faux neuf, c'était plus intéressant quand il décrochait un petit peu comme ça pour trouver notamment un ballon de Gatti que j'ai trouvé pas mal. Voilà, jeu en 3e homme. Je crois sur Cambiasso qui s'est mis à l'intérieur comme ça. Et la passe, hop, elle est magnifique pour Kenan Yildiz. Il bute sur Maignan qui a encore du travail à la finition, Yildiz. Mais ça, typiquement, c'était une belle séquence. Il y a des séquences comme ça où ça me rappelle un peu une équipe de première année d'entraîneur avec pas mal de jeunes. Ça me fait un peu penser à la première année de Pochettino à Chelsea, il y a quelques mois. Je souhaite à la Juve un meilleur dénouement que ça, mais sur certaines séquences, notamment celle d'attaque rapide, là, depuis la phase de préparation, et tu vois qu'il y a des séquences qui sont bien bossées. Et celle-là, avec un petit peu plus de qualité à la finition, ou celle-là, par exemple, avec Locatelli, qui semble attaqué par Reinders, par Benasser, mais qui réussit un renversement, et hop, 3e homme sur Khéphren Thuram, qui accélère derrière. On voit Benasser, il est loin, il a été pris. Derrière l'accélération, si Thuram juste peut-être transmet plus vite à Yildiz là, parce qu'en plus il va y avoir le dédoublement de McKennie qui fait la poussée, même là il y a encore peut-être moyen de lui mettre et il tente sa frappe, sa chance extérieure de surface, là comme ça pied droit ça passe largement au-dessus. Dommage, peut-être la Juve peut un petit peu mieux saisir ces situations-là. Encore une énorme pression de Coupe Miners, voilà, il a gagné 4-5 ballons hauts comme ça, et celui-ci, waouh, très bonne anticipation. Derrière, ça lui donne une frappe à genre 7 mètres sur Maignan, il bute dessus. Et c'est dommage de ne pas convertir cette occasion, je pense, pour être le vrai Coupe Miners. Genre le Coupe Miners de l'Atalanta qui est sur les 2 dernières saisons, il était à genre 12 buts en série à la saison dernière, 10 buts la saison d'avant, je crois. Un Coupe Miners, on va dire, à 10-15 buts, toutes compétitions confondues. Pour être ce Coupe Miners-là, ouais, il doit être plus tueur, et pour l'instant, il ne l'a pas été à la Juve. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé quand même que c'était un match encourageant. Et dans l'ensemble, j'ai vu une Juve avec juste plus de volume offensif. Là encore une fois, Coupe Miners passe intéressante pour Thuram qui s'est bien projeté entre les lignes. Il y avait du mouvement intéressant, je trouve, dans cette Juve de Motta. Et Gonzalez en 3e homme. Toujours le 1, 2, 3. Maintenant, Gonzalez face au jeu. Qui trouve Mbangula. Mbangula ouvre le pied. Il y a de la réussite parce que c'est contré par Emerson. Il va sans doute pas tarder à faire ses valises et être remplacé par Kyle Walker. Donc ça finit dans le but de Maignan 1-0. C'est un but un peu heureux sur la finition. Mais je trouve que la Juve le méritait dans l'ensemble. Ils avaient plus de volume offensif et ils ont généré plus de séquences de ce type où tu te projettes dans le dernier tiers et à la fin tu as un petit quelque chose à jouer. Donc voilà, Mbangula pas mal dans ma conversation Rookie of the Year, je pense, un podcast qu'on va faire bientôt. Ouais, vraiment pas mal. Le petit Mbangula, je pense son 3e but de la saison en Serie A, parce que ça va compter comme un but. La frappe était cadrée. Juste la Juve un petit peu meilleure dans les duels aussi, j'ai trouvé.
Là, je crois que c'est encore Mbangula et ça va donner lieu à une passe dans la profondeur de Thuram pour Timothy Weah qui est entré en cours de jeu. Cette fois, il mange Tomori et il finit Maignan. Très très mauvais, pas d'ajustement sur cette séquence. Il est salement battu là-dessus. Et ouais, juste la Juve qui l'emporte 2-0. À voir, ce Milan de Conceição, c'était un match difficile pour eux parce qu'il y avait beaucoup d'absents clés, parce que la Juve à Turin, ça va jamais être facile. Mais aussi, j'avais pas fait de vidéo de leur victoire en Supercoupe contre l'Inter, parce que même si la rencontre était spectaculaire, magnifique rebondissement, j'avais adoré regarder ce match le lendemain matin en replay. Je n'avais pas vu de choses très très prononcées qui me faisaient dire ouais, cet AC Milan a changé de visage. Alors, ils ont vraiment changé quelque chose et c'est bien meilleur maintenant. On verra, c'est trop tôt pour juger Conceição en Serie A. Maintenant, c'est qu'une victoire sur les 3 prochains matchs, mais c'est pas un renversement total de situation. Et c'est vrai qu'au classement, du coup, l'AC Milan s'enfonce un petit peu. Ils sont 8e, 31 points. Ils sont un petit peu détachés du top 4. Par exemple, la Lazio, même si ils ont un match en plus, est à 8 points. Donc c'est évidemment une saison assez difficile pour l'AC Milan, alors que pour la Juve, l'invincibilité, la saison invincible est encore possible. Ils peuvent devenir les pires invincibles de l'histoire. Ils ont 13 nuls et 8 victoires en 21 journées. On verra ce qu'ils vont faire, mais avec quelques victoires comme ça, ouais, ils peuvent continuer à grimper et s'installer un petit peu plus durablement dans le top 4. C'est l'objectif. Ils ont pour ça un très très gros test contre Naples samedi prochain, ce qui va être un énorme match. Et justement, en parlant de Naples, qui est Bella Serie A, c'est vraiment un superbe championnat, parce qu'il y avait Juve Milan, mais le gros match du week-end, en vrai, c'était peut-être plutôt cet Atalanta-Naples, le 3e contre le 1er, 2 équipes cumulées à 90 points, Gasperini contre Conte, magnifique, et ça a été un top match. La DA a ouvert le bal d'ailleurs, Retegui, qu'est-ce qu'il est chaud, ça frappe en pivot là, se retourner comme ça, angle fermé, pied gauche sous la barre, magnifique, magnifique but. Et c'est son 14e de la saison en Serie A. Il est le meilleur buteur pour l'instant, je crois, juste devant Marcus Thuram, si je dis pas de bêtises. Magnifique, magnifique finition. Pour Matteo Retegui, Politano sur un service de Neres, encore lui, Neres, franchement, il est pas mal. Je sais pas s'il va faire oublier Kvara, mais là, ça fait quelques matchs qu'il est intéressant. Politano a essayé de limiter. A plutôt réussi. Belle frappe aussi, pied gauche sous la barre. Lucarne, premier poteau. Ça fait un partout. Magnifique, magnifique action de Naples pour le 2-1 avec Zambo qui sert Ederson. Zambo, il a fait un top match aussi. Zambo ensuite qui est servi par David Neres. Petite talonnade, magnifique. Et ça va être le centre en retrait pour qui le rôdeur. Ouais, il est toujours là. Scott McTominay, il est toujours dans la boîte. Il est toujours là à un moment ou un autre. Il finit en général à 4 tirs par match. C'est, je crois, quasiment le joueur de série avec le plus de tirs par match. Et là, il la met sous la barre. Magnifique finition. 2-1 pour Naples. Zambo, magnifique, magnifique rencontre. Et il a vraiment pris le dessus sur Ederson dans ce qui est un sacré, sacré choc. En Serie A, il y a des chocs des entrejeux, chocs des salles de machines. Zambo, Ederson, c'est du très, très haut niveau. Moi, je parle beaucoup de Première Ligue, normal. Mais il ne faut pas sous-coter la Serie A quand tu vois ce genre d'affrontement. C'est du very high level. Et Ademola Lookman aussi, ce but-là, il a un petit peu de réussite, mais au début, le contrôle orienté, c'est le but du 2 partout. Contrôle orienté sur Di Lorenzo est top. Et derrière, il finit, si on cadre comme ça, là, il finit avec 7 Napolitains autour de lui. Ça vous rappelle un but ? C'est un but d'un autre Napolitain contre l'Atalanta à l'époque. Il y a quoi ? C'était saison 2022-2023. Kvara, là, on en a parlé l'autre jour. Un des buts mémorables de cet exercice en Serie A. Magnifique la finition. Entre 7 bergamasques. Et là, c'est Lookman entre 7 Napolitains. Et ouais, la petite finition pied gauche, il avait eu un petit peu de chance sur le rebond. Mais ouais, 2 partout. Et ça aurait pu être 3-2 avec mon poteau Charles de Ketelaar qui bondit au-dessus. Il faut un énorme arrêt d'Alex Meret, qui fait une belle saison aussi, lui. Il avait vécu une période difficile, il est bien revenu. Et il est vraiment pas mal sur cette saison-là, 24-25. Et à la fin, Naples l'a emporté. Encore une fois, du travail combiné Neres-Zambo. Zambo qui centre, Lukaku qui finit devant Carnesecchi. Et ça fait 3-2 donc pour Naples. Waouh. Conte peut célébrer. Il peut fêter ça avec quelqu'un qui connaît très très bien Romelu Lukaku. Et Naples donc prend la tête de Serie A. Comme on l'a dit, ils sont
tout en haut ici. Ils ont 3 points de plus que l'Inter, mais l'Inter a encore un match en retard. L'Inter qui l'a emporté d'ailleurs contre Empoli ce week-end avec une magnifique frappe de Lautaro Martinez. Quel but! Chaque semaine, franchement, la Serie A est un régal, il n'y a pas grand-chose à dire. Et week-end prochain, on a par exemple samedi 18h un Naples-Juve, magnifique. Le week-end d'après ça, qu'est-ce que j'ai de bon à vous montrer? Pourquoi pas un petit derby della Madonnina de dimanche 18h. Roma-Naples, c'est pas mal aussi. Et après, je crois, dans un mois, à partir de maintenant, c'est derby d'Italia, Juve-Inter. Et même si on pousse un petit peu, je crois, début mars, on a Naples-Inter aussi. Ça, c'est un vrai choc pour le titre. C'est le 2 mars. Donc ouais, quel kiff, quel superbe championnat. Et on se régale vraiment en Serie A. Alors, on fait un petit tour en Espagne maintenant, où le Barça continue de s'embourber. Contre Retafe, de toute manière, c'est toujours un bourbier, ouais. Retafe, c'est quand même un club qui, l'autre jour, en Coupe du Roi, l'a emporté 1-0 contre une 4e division, Pontevedra, avec 16% de possession. 16% de possession, ouais, ils étaient réduits à 10 au bout de 40 minutes, mais 16% de possession contre une D4, ça c'est Retafe, ça c'est leur identité. Et c'est dommage pour le Barça qu'il avait bien démarré et qu'il avait bien commencé le match avec encore un but de Koundé, un peu de réussite là-dessus, mais il marque encore. Et après, sur cette action, qu'est-ce que j'ai de plus à vous montrer? L'évidence pure, l'horloger Pedri qui a envoyé une passe Patek Philippe, une passe Audemars Piguet. Quelle passe de l'horloger entre combien de joueurs de Retafe pour servir Koundé dans la petite profondeur de cette surface de réparation. C'est le geste du week-end pour moi. Quelle passe sublime. Splendide. Et c'est là-dessus que Koundé a réussi à finir avec un petit peu de réussite. C'est dommage pour le Barça que la charnière a un petit peu souffert. Koubarsi, dont on a tressé les éloges dans le podcast U24 avec Stan l'autre jour. Sur les duels aériens, là, il a été un petit peu pris. Je crois que c'est l'action du but de l'égalisation. Cette charnière Koubarsi-Araujo, notamment sur la protection de son dos, la ligne du hors-jeu, elle a été un petit peu prise à revers. Et dans l'ensemble, je trouve que le Barça défend un petit peu moins cette ligne du hors-jeu, cette stratégie qu'ils ont avec Flick, bien sûr. On en avait parlé, par exemple, en début de saison, 12 hors-jeu générés contre Valence, 11 contre l'Athletic, 12 contre Villarreal, 17 contre le Real Madrid. Non, pardon. C'est juste ici 12 contre le Real Madrid, pardon. Depuis quelques matchs, 0 contre le Betis, 1 seul contre les Ganes, 4 contre l'Atlético, 2 contre Retafe seulement. Ils sont un petit peu moins forts sur leur piège du hors-jeu. Et en Liga, les stats depuis novembre sont pas top, hein, c'est sûr. C'est l'équipe avec le plus de grosses occasions ratées. Ils ont une vraie sous-performance offensive, moins 6,42 XG. Ils devraient marquer plus de buts qu'ils en marquent. Et c'est là, depuis le début novembre, c'est la 13e équipe de Liga seulement 9 points accrochés, remportés. Et c'est dommage pour ce Barça qui n'a pas profité du coup du faux pas de l'Atleti. Ils étaient sur 15 victoires d'affilée. Ils ont perdu contre les Ganes ce week-end. Griezmann a raté un penalty à la 90e. Si c'est ce penalty qui fait la différence à la fin et qui empêche Grisou de gagner le premier titre de Liga de sa carrière, ce serait très cruel. Mais voilà, l'Atleti a chuté, le Barça en a pas profité. Au classement, ils sont toujours 3e à 5 points des Colchoneros et à 7 donc du Real Madrid qui a repris les commandes. 4-1 contre Las Palmas, le gladiateur Jude qui a fait un match de gladiateur. Ça avait mal commencé pourtant pour le Real parce que Fabio Silva, dans le dos de Lucas Vazquez, encore une fois Lucas Vazquez qui peut être piégé dans son dos sur la fermeture du second poteau. Au bout de 26 secondes, Las Palmas passe devant. Les maillots de Las Palmas d'ailleurs, ils sont magnifiques. Hein. Un mix entre le Parme de l'époque et genre United des années 90, un peu avec ce col. Splendide. Presque aussi beau que les mouvements de Rodrigo, qui a fait un top match aussi, qui aurait pu avoir une passe D sur ça, si Brahim Diaz la met pas à côté. Ça c'est quand même un peu spécial. Il aurait pu avoir une passe D de plus, Rodrigo, sur cette action. Ballon délicieux transmis à Mbappé qui a fait un top match. Celle-là, elle est déviée, elle passe de pas grand-chose à côté. Et il a provoqué un penalty. Celui-là a été transformé par Kylian. Il a donné une passe décisive pour Mbappé aussi là-dessus. Mbappé toujours les reprises en première intention comme ça. Tellement pur. Ça, c'est un de ses gestes signature. Ça, c'est un de ses super pouvoirs. Et il aurait pu avoir un but de plus, Kylian, un quadruplé. Rodrigo aurait pu avoir une passe décisive de plus si celui-ci n'avait pas été refusé pour un très très léger hors-jeu. Ouais, dommage. Mbappé aura pas son triplé, mais il était en forme.
J'ai vu des petits gestes comme ça, lumière. La semelle pour lancer ensuite Raúl Asensio comme ça avec une petite louche extérieure. Magnifique petit geste. Rodrigo finalement a été récompensé de son top match sur un centre en retrait de Fran Garcia aussi, qui a été bon, 4-1. C'est cool. Et le Real aurait même pu ajouter un 5e avec Valverde, qui a sorti sa spéciale. C'est vraiment le meilleur tireur du monde extérieur de surface. Il est pas tout à fait extérieur de surface, mais en tout cas longue distance, magnifique. Ce but, il a été refusé pour un léger hors-jeu. Encore une fois, dommage de Lucas Vazquez, qui a gâché quelques situations. Et Alaba est revenu. Ça, c'était une très très bonne nouvelle pour le Real. Alaba, de retour de blessure. He's back. Je crois que l'autre bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de terrain, pour le Real Madrid, il n'y a pas que Fede Valverde. Il y a Dani Ceballos. Pareil que tout à l'heure, on regarde les notes comme ça, juste à titre indicatif. Tu te dis un joueur qui a pas de but, pas de passe décisive, et qui sont tellement gonflés, valorisés par les algorithmes de notes. Et pourtant, Ceballos, il prend 8,9 parce qu'il a fait un match de barbare. Il a réussi 5 tacles et 5 interceptions. Sur FBRF, c'est même 6 plus 6. Ça veut dire 12 tacles plus interceptions dans un match, mais 6 plus 6, c'est le premier joueur des 5 championnats majeurs à le faire cette saison. Juste une suractivité défensive. Je crois que FootMob lui donne aussi 12 duels remportés sur 12 possibles. Il n'a pas perdu un duel du match et il en a gagné 12. Énorme match de Dani Ceballos qui mérite plus de louanges, je pense, pour sa saison. À chaque fois qu'il est là, franchement, c'est costaud ce qu'il fait. Donc, je voulais en toucher un petit mot. Et au classement, ça nous donne donc ce Real, comme on a dit, tout en haut, 2 points de plus que l'Atlético Madrid, qui reprend la première place et qui va avoir de la Champions à jouer, des matchs importants, mais aussi de la Copa del Rey. C'était le tirage là tout à l'heure, à 13h. Et ils ont chopé les Ganes, donc. Ils ont chopé les bourreaux de l'Atleti ce week-end. On a Athletic Getafe, Real Leganés, Valence Barça et Real Sociedad Osasuna, dans un vrai derby basque. Intéressant. À partir des demi-finales de Coupe du Roi, ça devient du aller-retour. Donc si on a un Real Barça en demi, ça veut dire 2 Classico, 2 plus cette saison. Pourquoi pas. Je vais pas dire non. Ça, c'était pour l'Espagne. Es ist ein Duell. En Allemagne, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Oui, un vrai duel au sommet. Le Bayern l'a encore remporté. Sané était encore titulaire. Et cette fois donc avec Michael Olise aussi, mais en 10. Et Musiala sur le banc. La réponse Musiala, là, il est rentré 15 minutes avant la fin. Mais sinon, on avait Sané, Olise, Coman, Harry Kane, le quatuor. Et Sané, belle frappe extérieure de surface. Il a été percutant, mais c'est Goretzka qui était un peu le héros de ce match, avec un doublé. Une vraie frappe d'Allemand, là. Ça, au bout d'une petite projection de 20 mètres, frappe en pleine course pour tromper Grabara. Et derrière la petite célébration, j'écoute, j'entends, qui est un petit peu symbolique de toute la situation Goretzka au Bayern depuis un moment maintenant. Son doublé lui a fait du bien. Michael Olise marque aussi sur une grosse erreur de Kamil Grabara qui relâche le ballon. Mais ce que j'ai bien aimé à la base, c'est l'activité, la pression de Sané notamment. On n'attend pas toujours dans ce registre. Récupération entre lui, Kimmich, Sané et son Olise qui récupère et qui marque. J'aime bien du coup la célébration derrière. Olise qui vient féliciter Sané pour sa récupération. Pareil, Kimmich, Sané. Il y a vraiment un truc qui est en train de germer au Bayern. Ça, j'en parle depuis quelques semaines. Pour moi, il se passe quelque chose. Ils sont en mission et ça se sent dans toute la gestuelle, toutes les attitudes non verbales. Il y a quelque chose au Bayern. Et il y a aussi un extraordinaire Michael Olise. On lui a fait la part belle dans le 2e épisode des 24 U24. Et je parlais aussi de ça. Il est fort dans tout. Il a tout. Mais il a un super pied et sa qualité sur coup de pied arrêté, que ce soit direct, il en a tenté un beau, mais aussi les coups francs indirects comme ça. Centre magnifiquement déposé sur la tête de Goretzka, ça c'est le but du 3-1, et donc une belle passe, une belle assist pour Michael Olise qui a fait un top match. C'est une victoire très importante pour le Bayern, parce que Leverkusen a gagné aussi. Et le prince de Pulheim a été très très chaud encore, qu'est-ce qu'il est fort. Ce but de l'ouverture du score là, avec encore un petit pont passé en pleine course. Et il finit avec un contre-pied sur le gardien adverse. Magnifique. Leverkusen a été chaud. C'est leur 8e victoire d'affilée, mine de rien, en Bundesliga et au classement. Ils sont toujours là. Ils sont toujours dans la roue du Bayern. Ils ont un peu moins de buts marqués. Ils ont un peu plus de buts encaissés. Mais le Bayern, c'est meilleure attaque, meilleure défense. Leverkusen, c'est 2e meilleure attaque, 3e meilleure défense. Il y a Mayence qui a encaissé un but de moins. Mais ils sont chauds Leverkusen.
et ils vont continuer à jouer ce titre jusqu'au bout. Ils sont vraiment bien revenus dans la course. On a un top 5, donc Bayern Leverkusen, Eintracht, Stuttgart, Leipzig, Mayence. Mayence 6ème, 2 défaites d'affilée, ils ont un peu ralenti, les hommes de Bo Henriksen. Mais voilà en gros la situation en Allemagne, avec un vrai mano à mano entre le Bayern et Leverkusen, qui nous augure, je trouve, une très très belle deuxième partie de saison. Allez, on fait un petit tour chez nous. Qu'est-ce qui se passe en France ? Il se passe encore une victoire du Paris Saint-Germain grâce à un bon Bradley Barcola. Passeur pour Fabian Ruiz, puis buteur sur ce service de João Neves. Top finition, faut dire, de Barcola. C'est pas toujours qu'il finit avec autant d'aplomb. Et j'ai vu dans cette frappe, dans la célébration aussi, Bambi qui devient Mufasa un peu. On sent le gars qui a traversé une période un petit peu difficile et peut-être la première période de difficulté à haute exposition médiatique qui fait vraiment grandir. Je ne sais pas si je lis trop dans cette situation, mais j'ai vu quelque chose là pour Barcola et c'est de bon augure pour le Paris Saint-Germain avant de jouer ces énormes rencontres dans les 10 prochains jours. En plus, ce match-là, c'était sans Dembélé, sans Hakimi, sans Marquinhos. J'ai l'impression était un petit peu plus ménagé que blessé, en tout cas pour 2 des 3. Et c'est cool qu'ils aient été ménagés parce que le plus important, ça débarre maintenant, c'est la Champions. Et leurs 2 adversaires là, de mercredi et de mercredi d'après, ils l'ont emporté 10-0 cumulé sur leurs 2 matchs. Parce que City a battu Ipswich 6-0 et Stuttgart, le Stuttgart de Rouault, de Dundaf, 4-0 contre Fribourg. Ils étaient chauds aussi. En Ligue 1, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Strasbourg. Le Strasbourg de Rossenior et d'Emmanuel Emega, qui dans la profondeur au Vélodrome a fait beaucoup de mal. Barouli là en 1 contre 1 pour le but du 1-0. Encore buteur, Emmanuel Emega, ça fait 4 buts en 3 matchs pour lui. 7 sur 13 cette saison, pas mal. Et il a eu une grosse occasion aussi pour le 2-1 dans le dos. C'est un vrai attaquant de profondeur, ça échoue sur le poteau à la fin. Et il a fait mal à Balerdi. J'ai trouvé la défense de la profondeur de Marseille assez problématique. Mais ouais, Emega, je pense, encore très très brut comme talent. Mais sur Rossenior, il a du volume et de belles opportunités de progression. Donc je pense que c'était un des gars à mettre en lumière. Il ne sera pas mousquetaire, on en a déjà trop parlé. Mais Marseille qui ralentit, donc un petit match nul. Lille a enchaîné avec une autre rencontre, une autre victoire, et donc encore la série de matchs sans défaite qui se prolonge, 21 d'affilée. Et ils sont très très chauds et ils prennent donc la 3e marche du podium. Rennes, c'est l'inverse. Ils sont sur 4 défaites de rang, toutes compétitions confondues, et maintenant c'est une bataille pour le maintien qui se profile pour les Rennais. Pour Montpellier, c'est la première victoire depuis un moment. Celle-là, elle était très très importante depuis novembre, et c'est ça qui fait que Monaco chute, descend du podium. C'était Monaco-Montpellier, et il y a eu un doublé de Moussa Altamari, ses premiers buts de la saison. Le petit Jordanien, hop. 2 buts pour lui, Montpellier qui gagne, Monaco tombe du podium. Au classement donc, ça nous donne Paris qui est toujours nettement en haut, Marseille aussi, C1, C2. Maintenant c'est Lille, je pense, qui est bien parti pour aller prendre cette 3e place. Ils ont qu'un point de plus que Monaco, que 2 de plus que Nice, même que 3 de plus que Lyon. Parce que cette Ligue 1, je trouve qu'elle tourne un petit peu au ralenti quand même sur les positions d'en haut. Mais Lille sur la forme du moment, qui va jouer Liverpool là en Champions, magnifique. Ouais, c'est de beaux Lillois. Et c'est à ça, grosso modo, que ressemble notre classement. Faisons un petit tour mercato, c'est la semaine 3 du mercato. Il en reste 2 entières, ça se termine lundi, pas prochain, mais celui d'après. Et ouais, pas mal de nouvelles. City, donc, ils ont officialisé Roussanov de Lens. Ils ont officialisé Vitor Reis de Palmeiras, 2 défenseurs centraux d'avenir, un petit peu pour le futur. Anthony au Betis, ça c'est fait aussi, en prêt, pas d'option d'achat. Cherki a un bon de sortie apparemment, ça devrait se négocier autour de 20-25 millions d'euros. Alphonso Davies, il y a de bonnes chances qu'il prolonge au Bayern, finalement, après tout ça. Neymar, de retour à Santos, peut-être, en prêt. Intéressant si ça se fait. Bon, quel gâchis, évidemment, Neymar, qui a joué, je crois, 5 matchs à Al Hilal en 2 ans, le pauvre, avec toutes les blessures aussi. Je vous posais cette question sur YouTube, là, ce matin. Quelle est la meilleure description de la carrière de Neymar ? Meilleur buteur du Brésil, talent gâché, une des 3 lettres de la MSN, ou le transfert record de l'histoire. Je voulais ajouter 5e, la première star de YouTube, avec ses highlights de Santos à l'époque. Mais il n'y a que 4 options sur l'onglet YouTube communauté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous auriez voté pour quoi ? Ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui a totalement marqué l'histoire, mais dans les 2 sens. Je pense surtout pour ça. Ça, c'est le truc qui a le plus marqué l'histoire avec Neymar. Ça a tellement eu de ramifications derrière. C'est un des gros moments pivots du 21e siècle. Son transfert énorme. Derrière le Barça qui doit trouver des remplaçants, qui dépense tellement. Pour moi, c'est quelque chose qui indirectement contribue
au départ de Messi, avec les décisions financières catastrophiques qui ont été faites. Coutinho, Griezmann et tout, qui ont coûté tellement cher. Bien sûr, c'est une des meilleures attaques. J'avais fait cette vidéo il y a 2-3 ans sur la MSN. C'est un des trucs qui a marqué notre ère aussi. Le talent gâché, vu le niveau qu'il avait, c'est indéniable. Meilleur buteur du Brésil, c'est aussi quelque chose, même si avec genre une quarantaine de matchs de plus que Pelé, et beaucoup plus de matchs sur notre époque moderne. Et pour moi, je retiens surtout le crève-cœur du dernier mondial contre la Croatie. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur Ney, qui va donc retourner à Santos, et j'espère que l'histoire se finira bien pour lui, si ça se fait, effectivement. On va continuer dessus, ça. Et 2-3 autres trucs, Dele Alli à Com, en parlant de talent gâché. Dele Alli qui va rejoindre le Como de Fabregas, qui empile les gros noms. On va voir ce que ça donne, comme c'est intéressant. Je ne sais pas à quel point il jouera, à quel point il est prêt, mais on va suivre ça. Et Kolo Muani qui s'entraîne déjà avec la Juve, même si c'est pas encore officialisé. Grosso modo, c'est fait. Par contre, quelque chose qui est officiel, c'est que Farah, le cavalier, ouais, lui, il a fait son premier entraînement avec Paris. Donc, il est prêt. Et je crois pas qu'il puisse jouer par contre à la Champions. Il joue pas la Champions, les 2 prochains matchs en tout cas. Il pourra jouer à partir des 16e de finale. Si Paris se qualifie, c'est tout l'enjeu des 10 prochains jours. Et justement, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Ouais, la petite musique. Pas besoin de trop compliquer les choses. Cette semaine, c'est Champions. Il y a Chelsea aussi ce soir contre les Wolves, on l'a dit, mais c'est Champions. Avec pas de si grosses affiches que ça, à part Paris City, mercredi soir. Et pour les amoureux du foot français, Liverpool-Lille, c'est quand même à Anfield, magnifique match. Sinon, ouais, c'est pas là où il y a les plus grosses affiches, mais il y a des matchs intéressants. Atlético Leverkusen, Benfica-Barça, en vrai Monaco, demain dès 18h45, qui doit le faire contre Villa. Bruges, qui joue quelque chose, hein. Attention à Bruges, contre la Juve aussi. Ça, il y a vraiment beaucoup d'enjeux sur ce match. Et ouais, le Real qui est dos au mur, qui doit l'emporter. Contre un faible Salzbourg, très faible Salzbourg cette saison, mais qui doit l'emporter. Et le Celtic pourrait définitivement valider sa qualif, au moins pour les playoffs, en battant la pire équipe, la 36e sur 36, Young Boys. Donc voilà, je vais pas faire de vidéo prono Ligue des Champions de toute la semaine, parce que je trouve que c'est pas là où il y a les meilleurs matchs. Mais par contre, demain, je préfère faire ce récap du week-end. Mais par contre, demain, ouais, on va faire une vidéo entière sur Paris City, bien sûr. Il reste les mousquetaires. Ouais, ils sont là. Qu'est-ce qu'on a choisi? Je rappelle, il ne faut pas que j'ai prononcé leur nom dans la vidéo. Et ils ne peuvent pas avoir été mousquetaires par le passé. C'est forcément 3 nouveaux visages. Et mon premier, un visage que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est Myron Boadou. Vous vous souvenez de lui? Le petit prodige de la Z Alkmaar, qui a bien floppé à Monaco. Bochum, ce week-end, a réalisé peut-être le comeback de la saison. Ils étaient menés 3-0. Bochum, je pense qu'ils étaient lanterne rouge de Bundesliga ou 17e avant ce match. Ils sont 17e après, en tout cas. Ils étaient menés 3-0 par Leipzig, chez eux. En seconde période, ils inversent totalement la tendance grâce à un triplé de Myron Boadou. Magnifique comeback. En 15 minutes, ils en plantent 3. Ça finit 3 partout. Boadou, il a eu une blessure cette saison, il n'a pas tant joué que ça. Il a 5 buts en Bundesliga. Je ne sais pas si c'est un gros talent, mais ouais, en tout cas, il méritait d'être mousquetarisé sur ce week-end. Ça, c'est clair. On va rester en Bundesliga pour le deuxième mousquetaire, parce que c'est Mohamed Amoura. Même avec quelques matchs ratés pour blessure, Mohamed Amoura, qui a planté un doublé contre le Bayern ce week-end, même avec quelques matchs ratés pour blessure, il est à 8 buts, 7 passes décisives, sur 1300 minutes de Bundesliga. 8 buts, 7 passes D, déjà 15 contributions décisives pour Mohamed Amoura. Ça en fait le 7e joueur de Bundesliga avec le plus de contributions décisives par 90 minutes. Grosso modo, une toutes les 90 minutes. C'est plus que Musiala ou Boniface, par exemple. Pas de grand-chose. Mais voilà, super début de saison d'Amoura à Wolfsburg. Il fait vraiment 6 mois de très grosse qualité. Okay. Il méritait cette position de mousquetaire. J'en ai pas parlé dans le petit débrief de Bayern Wolfsburg pour pouvoir le mettre ici. Et enfin, tout en haut, Denzel Dumfries. Il n'avait pas commencé la saison titulaire, mais il est devenu vraiment un incontournable. Et il a encore marqué ce week-end. Encore un but pour Dumfries. C'est son 5e en Serie A. Il est déjà à 10 buts, toutes compétitions confondues, cette saison, quand tu ajoutes la Supercoupe et les 3 qu'il a marqués avec les Pays-Bas sur les trêves internationales. Franchement, Dumfries,
le niveau moyen, ça a toujours été un petit peu la question. Mais son niveau maximum, sur ses très très bonnes périodes, comme là, sa très bonne période, c'est le meilleur défenseur droit de Serie A, c'est sûr. Et avec Di Marco, il forme une des meilleures paires du monde. Le lieutenant de la largeur Simone Inzaghi peut compter en ce moment sur un excellent Denzel Dumfries. Et ça leur fait beaucoup de bien. Donc, Boadou, Amoura, Dumfries sont mes 3 mousquetaires de ce lundi 20 janvier. On passe au surnom. Alors, les gars, ça a été très très difficile. Pour Cole, vous avez donné des propositions phénoménales. J'ai vraiment passé tellement de temps dessus parce que le blizzard, en référence évidemment au froid et aux tempêtes qu'il met en première ligue, c'était sympa. L'étoile polaire, ça m'a beaucoup plu. J'ai failli hésiter à le mettre. J'ai failli le mettre plutôt, j'ai hésité à le mettre. Une étoile bleue au centre du ciel. L'étoile polaire sert de guide en navigation. Il était cette lumière dans la pénombre de Chelsea, c'est vrai. Et il est le froid de l'étoile polaire, bien sûr. Le marcheur blanc, ça marche aussi. Le marcheur bleu, j'aimais bien ça. À la fois le froid, Game of Thrones et tout, mais aussi sa gestuelle un petit peu flegmatique. J'aimais beaucoup ça. Quelqu'un a suggéré la wyvern, une créature mythologique du nord de l'Europe, qui est souvent représentée en bleu, qui a un sang-froid capable d'empoisonner ses adversaires, chasse les oiseaux, fond sur elle, niche principalement dans des cavernes ouvertes à flanc de montagne, un surnom pour un avion de chasse britannique des années 50, et petit bonus, les dragons de Skyrim ressemblent à des wyverns et bord de ciel est la région la plus froide de Tamriel. J'ai pas choisi ça à la fin, et pourtant j'ai hésité pour une bonne et simple raison, que Palmer, il vient d'une banlieue, d'un quartier de Manchester qui s'appelle Wythenshawe, et je trouvais que la wyvern de Wythenshawe, ça avait un petit peu... c'était pas mal, mais j'ai pas pris ça à la fin. Quelqu'un a proposé... John Shelby, c'était pas mal, Peaky Blinders, j'adore, mais quelqu'un a proposé Ice-T, en référence au froid, à son jeu plein de sang-froid, mais aussi au thé, la culture britannique, tout ça. J'aimais bien Ice-T, et j'ai hésité à faire Ice-P, pour P, le P de Palmer, Ice-P, je trouvais que ça aurait été pas mal. J'ai pas pris ça, et j'ai pas pris non plus le golfeur. Ça, c'était ma petite création parce que je trouve qu'il a vraiment ces frappes-là qui sont ras de pelouse placées. Ça ressemble un peu à des potes. Et Arnold Palmer est un des golfeurs légendaires de l'histoire de ce sport. J'ai pas pris tout ça. À la fin de la fin, le surnom que j'ai choisi, il est pas mal inspiré de vos suggestions. Mais j'ai pris le courant d'air. Le courant d'air parce que, bien sûr, ça souffle le froid comme l'ami Cole Palmer. Deuxièmement, parce que Cole, il n'a pas l'air si costaud que ça physiquement. Il n'a pas la force d'un ouragan, d'une tempête. Je trouve que c'est pas ça le style Cole Palmer. Mais les courants d'air sont, comme lui, très trompeurs. Il semble être pas grand-chose, mais si vous avez déjà eu votre porte d'entrée claquée par un courant d'air qui vient de la fenêtre de derrière, ça claque avec une telle force, ça réveille les morts. Et du coup, je trouve que une force déceptive un petit peu pour Cole Palmer, qui a cette capacité à déséquilibrer, qui a une frappe extérieure de surface mortelle. Voilà, il peut claquer avec une force surprenante. Troisièmement, les courants d'air, ça c'est peut-être le truc principal, s'infiltrent comme ça dans les petits espaces, occupent comme Cole Palmer toutes les petites poches d'espace qui sont laissées libres. Ça j'aimais bien, le côté insertion dans l'espace. Et enfin, son côté frêle, on dirait qu'un courant d'air pourrait le renverser. Mais non, il est beaucoup plus costaud que ça en réalité. Et cinquièmement, juste c'est original, je trouvais ça marrant, un peu comme Moussiala, la réponse. Ça paye pas de mine, mais en fait c'est un petit truc, le courant d'air pour Cole. Ouais, j'aimais bien. Ce sera donc son surnom officiel. Et maintenant, je vous attends pour Michael Olise. Ouais, on en a beaucoup parlé dernièrement, j'ai les placé très très haut dans mes 24 U24, podcast en ligne sur Spotify et toutes les plateformes si ça vous intéresse. Michael Olise, qu'est-ce qu'on lui donne? J'attends vos suggestions en commentaire les potes. Et ouais, on a encore fait 50 minutes. Un bon petit récap. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce week-end. Demain, on fait la preview de... J'ai bugué. Demain, on fait la preview de Paris-Manchester City, ce qui va être un sacré match. Prenez soin de vous les potes. Passez avant tout une excellente semaine. J'espère que tout se passera comme vous le souhaitez. Et de toute manière, nous, on se retrouve avec des vidéos tous les jours. Là, ça va être extrêmement costaud le programme. Parce que la Champions reprend. Et c'est pas pour nous déplaire. Prenez soin de vous les potes, passez une très très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bisous.